Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la GGSP. Ça va toi ? Perso, ça va grave bien. J'ai découvert une pierre super bizarre sur la plage l'autre jour. Je me demande même si c'est pas un nouveau type de roche. Mon nom va être écrit dans les livres de sciences à côté d'Einstein et de Marie Curie. Mais après, je suis peut-être pas aussi bosseur qu'eux. Pas sûr que j'arrive à en tirer quoi que ce soit. De toute façon, je sais même pas par où commencer dans mes recherches. En attendant, on va se lancer dans le sujet du jour. Et le voilà. Quels sont les enjeux de la production et de la diffusion des connaissances ? Ah, bah ça va peut-être me donner des pistes, ça. On y va, c'est parti. Partie 1. Accéder à la connaissance. Bah ça va, c'est facile ça. Faut juste aller sur Wikipédia. Ah, pas vraiment. Le premier moyen de transmission de connaissances, à la fois le plus ancien mais aussi le plus répandu, c'est le texte. Et pendant longtemps, le seul texte qu'on avait de manière assez accessible, c'était la Bible. C'est pour ça qu'en Europe, jusqu'à la Renaissance, au XIVe siècle, il était interdit de remettre en question la parole biblique. Les étudiants dans les universités travaillaient en se basant sur des textes religieux et philosophiques. Et en même temps, ça devait être grave pratique si en contrôle t'oublies la réponse. Tu savais direct dans quel livre chercher. Du côté de la Chine, c'était un peu pareil, mais chez eux, on utilisait surtout les écrits de Confucius pour transmettre le savoir de base. Quand l'imprimerie à caractère mobile de Gutenberg est arrivée au XVe siècle, ça a totalement révolutionné la manière dont on étudiait. D'un coup, on a pu reproduire les livres en grande quantité, et le savoir s'est ouvert à une plus grande partie de la population. Bah ouais, parce qu'avant, il fallait recopier à la main tous les bouquins. C'était la galère. Perso, j'ai tellement plus l'habitude d'écrire avec un stylo qu'il suffit que je signe un papier pour avoir mal au poignet. Malgré tout, à l'époque, c'est surtout les nobles et les bourgeois qui savent lire et ont accès au texte. En France, il faut attendre la fin du 19e siècle et les lois de Jules Ferry qui ont rendu l'école primaire obligatoire pour que la majorité des gens soient alphabétisés. Bah ouais, parce que si les gens ils savent pas lire, on a beau écrire des bêtes de phrases remplies de connaissances, ça va pas se diffuser pour autant. Et je vais pas t'étonner en te disant que le taux d'alphabétisation de la population dépend surtout du pays. En Afrique du Sud, 94% des gens savent lire. Mais au Soudan du Sud, il n'y en a que 32%. Mais ces inégalités ne dépendent pas que de la zone géographique. Il y a aussi une différence homme-femme. En Afrique subsaharienne, 74% des hommes savent lire contre 51% des femmes. Et même en France, les filles ont dû attendre 1924 pour avoir le droit de passer le bac et suivre les mêmes cours au lycée que les mecs. Ça fait même pas 100 ans. Et preuve que c'était bien bête comme discrimination, aujourd'hui, les filles ont de meilleures notes que les mecs au lycée. Du coup, ce qui limite la diffusion du savoir, c'est avant tout l'accès au savoir. Et encore une fois, on se retrouve face à un domaine rempli d'inégalités. Maintenant, on va se pencher sur comment on arrive à découvrir de nouvelles connaissances. Partie 2. Le rôle primordial de l'État. On a vu comment se diffusait la connaissance. Mais comment on la crée exactement ? En expérimentant. Et oui, une partie importante du travail des scientifiques, c'est de réaliser des expériences. La démarche peut venir d'une seule personne, comme à l'époque de Léonard de Vinci, qui a commencé dans son coin à disséquer des corps pour comprendre comment ils fonctionnent, mais ça peut aussi se faire en mode collectif. Dès le XVIIe siècle, les États ont commencé à encadrer ce genre de pratique grâce aux académies des sciences. À partir du XIXe, la recherche devient carrément reconnue, et on lui donne ses premières lettres de noblesse. Genre, en 1896, Henri Becquerel découvre la capacité de l'uranium à émettre un rayonnement naturel. Et à peine 2 ans plus tard, Pierre et Marie Curie trouvent 2 éléments bien plus radioactifs, le radium et le polonium. Ils obtiendront tous les 3 le prix Nobel en 1903. D'ailleurs, petite anecdote un peu marrante, Becquerel gardait un petit tube de sel de radium dans sa poche de manteau. Un jour, il s'est rendu compte que c'était peut-être un peu dangereux parce que ça lui cramait la peau à cet endroit-là. Comme quoi, c'est cool aussi quand les connaissances sont vite diffusées pour éviter ce genre de problème. Bon, après une brûlure pour un prix Nobel, ça vaut peut-être le coup. Résultat, nos 3 petits Français découvreurs de la radioactivité sont plus reconnus que d'autres chercheurs comme Charles Darwin. Lui, malgré les preuves scientifiques qu'il présentait, il s'est vu refuser ses idées par une partie de ses collègues qui croyaient toujours au créationnisme. Bon, maintenant, heureusement, tout le monde le connaît et ses détracteurs ont été oubliés. Donc, chais. Parce que ouais, pour tester leurs expériences et leurs découvertes, les chercheurs font souvent appel à la communauté scientifique.
Grâce aux échanges et aux débats, ils améliorent, contestent ou valident certaines idées. Ensuite, ces découvertes sont publiées dans des revues scientifiques pour étendre l'audience et les potentiels retours critiques, ce qui permet d'améliorer encore plus les trouvailles. Ce n'est qu'après toutes ces étapes qu'elles touchent enfin le grand public, principalement grâce aux revues de vulgarisation un peu spécialisées, genre Science et Vie, La Recherche ou encore Closer. Bon ok, le dernier c'est une vanne. Mais pour protéger leurs découvertes et pour éviter un gros plagiat, les chercheurs doivent déposer des brevets auprès de l'État. Comme ça, hop, ils en gardent la propriété intellectuelle officielle. Du coup, l'État est un acteur important de la production des connaissances, puisqu'il intervient dans la chaîne et permet de protéger plusieurs années de travail. Mais au-delà des avancées individuelles permises par ces recherches, le savoir joue aussi un rôle énorme sur le plan international. Partie 3. Échanger les connaissances. Les grands événements historiques ont montré à quel point l'alliance entre les différentes communautés scientifiques était importante. Pendant le Covid, par exemple, les États ont été forcés à travailler ensemble pour essayer de comprendre le virus et de le traiter. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19. Dans un autre cas un peu moins actuel, dans les années 30, l'alliance entre des scientifiques allemands et français a permis de faire de grandes avancées dans le domaine de la radioactivité. Ces études ont été ensuite reprises par les États-Unis pour développer le nucléaire militaire. La maîtrise de la connaissance, c'est hyper important, que ce soit à l'échelle d'un pays ou d'une entreprise internationale. Elle permet de prendre de l'avance face à la concurrence. Samsung, par exemple, en tant que boîte axée sur l'innovation, a permis à la Corée du Sud de se développer hyper vite. Le savoir permet aussi subtilement de montrer qui est le plus fort. Les États-Unis, par exemple, qui aiment bien montrer que c'est eux les plus forts, ils investissent à fond dans la recherche. Et ça paye. Ils ont le plus grand nombre de prix Nobel. Même si certains scientifiques l'ayant reçu pour le pays ne sont pas nés là-bas. Conclusion, l'accès et même la création de connaissances, pendant longtemps, c'était vraiment juste un bail de riches. Mais comme l'État s'est vite impliqué dedans, pour soit aider à l'alphabétisation, soit financer des recherches, ça a permis sa démocratisation. Bon, après c'est aussi pour renforcer l'image de puissance du pays, hein. Faut pas se mentir. Il n'y a jamais eu autant de connaissances produites et diffusées qu'aujourd'hui. Mais en même temps, on fait face à quelques enjeux plutôt importants, genre la crise écologique ou l'arrivée de pandémies. Donc, continue à chercher, ça peut valoir le coup. Et toi, si tu cherches le résumé, t'es bien tombé. Au début, on a vu que la diffusion des connaissances avait connu quelques booms, genre l'apparition de l'imprimerie. Mais que l'accès au savoir était aussi limité par l'accès au savoir en fait, genre l'apprentissage de la lecture. Ensuite, en ce qui concerne la production des connaissances, elle passe par les chercheurs qui cherchent et expérimentent. Le savoir doit alors traverser plusieurs étapes avant d'atteindre le grand public. D'abord la communauté scientifique proche, puis les revues scientifiques, et enfin les revues de vulgarisation. À toutes ces étapes, les découvertes sont remises en question et améliorées. Enfin, on a vu comment l'État bénéficiait de cette production de connaissances, que ça redorait son image et qu'il y avait un enjeu politique autour des récompenses, genre les prix Nobel. Allez, moi je me remets direct au boulot pour le prochain épisode, parce que ouais, j'ai reçu la réponse d'un centre d'identification des roches, et ils m'ont dit que ma pierre, ils la connaissent déjà. Son nom scientifique, c'est Caius nullus. C'est un petit caillou bien nul, apparemment. Donc en gros, c'est pas comme ça que je vais avoir un prix Nobel. Mais si toi t'as ton bac, je serais content. Et si t'as une petite mention en plus, c'est encore plus stylé. Et pour ça, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Ciao! Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.